Bon, alors maintenant, on va laisser la parole à notre collègue Lomédy qui va nous parler des médicaments. C'est moins bon, les médicaments. Moi, franchement, j'ai du mal avec ça. Oui, donc merci pour la participation à ce webinaire. Donc juste, je suis Céline Borel, je suis pharmacien effectivement à l'Eau-Médecine de France, qui est une structure régionale d'appui, et on travaille avec l'Astarax dans le cadre notamment des programmes régionaux d'accompagnement des établissements médico-sociaux sur l'amélioration de la prise en charge médicamenteuse, donc à la fois sur le secteur du handicap et puis également auprès des EHPAD, et notamment via des formations que l'on fait sur la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, et puis aussi sur médicaments et troubles de la déglutition. Donc, je m'excuse par avance auprès des équipes qui étaient là en début de semaine à cette formation, puisque le contenu qui va suivre a été déjà largement discuté avec vous lors de cette formation. Alors, je veux bien la diapositive suivante. Merci. Donc là, la question qu'on se pose, c'est médicaments et troubles de la déglutition, comment s'adapter? Donc, comment s'adapter, c'est un peu la question que chacun se pose depuis le début de cette formation, et puis dans vos exercices professionnels à tous, à chaque étape finalement de la prise en soin du résident qui a un trouble de la déglutition. Alors l'adaptation, on l'a largement vu, et elle est menée pour l'alimentation. Et puis, elle est aussi amenée pour les traitements médicamenteux, même si j'en conviens, la notion de plaisir et de nouveauté sera beaucoup moins facile à atteindre. Vraiment, ce qui est important, ça a déjà été dit également, c'est l'importance d'avoir des regards croisés entre les professionnels, des regards complémentaires. Et puis, l'adaptation, elle se fait dès la prescription. Je veux bien qu'on revienne sur la diapositive précédente, si possible. Merci. Dès la prescription, parce que vraiment, c'est une notion très importante chez ces résidents qui ont un trouble de la déglutition, c'est de s'interroger dès la prescription sur l'opportunité éventuelle de pouvoir déprescrire chez ces patients-là, de pouvoir bien sûr rechercher des alternatives thérapeutiques quand elles existent, ou tout simplement des formes galéniques les plus adaptées possibles. On va en reparler juste après. Et puis l'adaptation, bien sûr, elle se fait lors de la préparation des médicaments, avec la question fatidique du est-ce que finalement je peux écraser les médicaments ou non? Quelles sont les bonnes pratiques? Sur la sécurisation de l'administration, je passerai très vite parce qu'on l'a très bien vu et largement vu sur l'alimentation, et finalement les précautions à prendre sont les mêmes. Donc voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Merci, vas-y, tu peux faire défiler. Merci beaucoup, Isabelle. Préparation des médicaments, donc la question qui se pose chez ces résidents finalement, ça va être est-ce que je peux écraser les comprimés, ouvrir les gélules? Et il faut vraiment garder en tête que écraser un comprimé, garder une gélule, ça veut dire modifier une galénique, et modifier une galénique, ça peut vouloir dire modifier une efficacité ou une tolérance. Et donc c'est une étape qui n'est vraiment pas sans danger, c'est une étape qui est clairement à risque, et la littérature d'ailleurs montre que les pratiques d'écrasement des comprimés dans les équipes sont inadaptées dans près de la moitié des cas, et peuvent clairement être responsables de l'iatrogénie. Les risques d'un écrasement de comprimés, d'une ouverture de gélules à tort, ils peuvent être pour le patient, bien sûr, puisqu'il peut y avoir des erreurs d'administration par dose incomplète, par altération aussi de la substance active elle-même, par exposition à la lumière. Il y a des substances actives qui sont photosensibles. On peut donner l'exemple du furosémide, par exemple. Il peut également y avoir, bien sûr, des problèmes de surdosage avec des ouvertures de gélules à libération prolongée, donc qui perdraient leur effet justement de libération prolongée du fait de l'ouverture de la gélule, ou des comprimés multicouches qui sont également faits pour avoir un délitement lent, et qui seraient là, du coup, qui auraient alors un effet immédiat et non un effet prolongé. Par exemple, l'oxatral, LP. À l'inverse, il peut y avoir des problèmes de sous-dosage par dénaturation du produit, avec l'exemple, par exemple, des IPP, dont la biodisponibilité, le pantoprazole, par exemple, va diminuer par écrasement. On peut bien sûr avoir un effet indésirable tout à fait mécanique de mauvais goût, puisqu'on peut détruire un pelliculage, par exemple.
Et puis, pour aller encore plus loin, finalement, un effet d'irritation des muqueuses, qu'elles soient buccales ou gastriques, et qui peuvent aller jusqu'à l'ulcération. Isabelle, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? J'ai un Larsen. Merci beaucoup. Oui, qui peuvent aller jusqu'à l'ulcération, et on peut penser au biphosphonate, par exemple. Alors, il y a aussi un risque de contamination croisée, mais ça, ce serait plus par interaction entre les médicaments entre eux qui sont mélangés parfois ensemble, ou par particules de médicaments destinés à un patient A et qui va aller à un patient B parce qu'on a écrasé, par exemple, dans un broyeur à vis qui aurait été mal nettoyé avec des écrasements successifs. Voilà, donc tout un tas finalement de risques différents selon les médicaments qui sont à prendre en compte et qui sont en tout cas vraiment à avoir en tête lors de la préparation des médicaments chez ces résidents. Et puis les risques de cette étape de préparation sont évidemment aussi pour le personnel, puisqu'il peut y avoir des accidents, on va dire, allergiques, toxiques ou par irritation, par contact cutané, inhalation de particules médicamenteuses, et puis des risques, bien sûr, qui peuvent être plus spécifiques en fonction des médicaments. On peut penser aux médicaments cytotoxiques, des médicaments tératogènes. La préparation, l'écrasement, c'est aussi une augmentation du temps de préparation, donc il y a un risque de troubles musculo-squelettiques qui est là aussi assez décrit dans les études. D'où l'importance des équipements de protection individuelle minimale, on peut dire les gants, le masque chirurgical à minima. Merci. Merci beaucoup. Préparation des médicaments, l'écrasement des comprimés. Donc là, on parle vraiment, les médicaments qui sont concernés, on parle des voies orales sans dissolution, hein, donc les gélules, les comprimés. La question que vous vous posez tous, c'est finalement, ce comprimé est-il écrasable? Peut-on ouvrir la gélule? Est-ce que je vais pouvoir le donner à mon résident qui a un trouble de la déglutition? Il faut savoir que ces données, les laboratoires n'ont pas d'obligation réglementaire de faire mentionner ces données d'écrasabilité dans les résumés des caractéristiques des produits. Donc, il n'y a pas c'est pour ça que c'est pas uniforme dans les RCP des médicaments, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. En revanche, il existe désormais des référentiels bien construits et partagés au niveau national maintenant, avec le référentiel qu'on vous propose là, qui est donc la liste des médicaments écrasables, qui est co-rédigé à la fois par la Société française de pharmacie clinique et l'Omédit de la région Normandie, qui se présente sous un format Excel. On vous a remis le lien, mais probablement que beaucoup d'entre vous connaissent ce document. La version est actualisée très régulièrement. Elle l'a été là, il y a quelques semaines, au mois d'octobre, actualisée. Et j'insiste sur cela, puisque c'est important de bien penser que c'est une information non figée. Les vieilles listes qui peuvent traîner dans vos salles de soins, attention, voilà, les listes papier, en tout cas de les rééditer régulièrement si vous utilisez la liste sous format papier. Et le format proposé de cette liste est un format Excel. Et là aussi, ça a son importance parce que ça peut vous permettre dans vos équipes de faire des tris, des filtres et de l'adapter à votre livret thérapeutique. Et ça peut être très intéressant, voilà, de partir de cette base pour l'adapter avec votre livret thérapeutique propre de votre établissement. Dans ce référentiel, on trouve des recommandations donc, sur l'écrasement des comprimés, l'ouverture des gélules. C'est un fichier Excel ligne à ligne, spécialité par spécialité, hein, spécialité par spécialité, pas DCI par DCI, puisque ce qui vaut pour un princeps ne vaut pas forcément pour le générique, donc vigilance là-dessus également. Et puis, ça va recenser des commentaires également des laboratoires, en plus des informations du RCP, puisque les laboratoires sont contactés avec des paramètres de pharmacocinétique et de pharmacodynamie parfois retrouvés dans certaines études, des données de stabilité et puis des recommandations de prise. Il existe d'autres référentiels, d'autres sources, la Bastériac maintenant, mais également cette information sur les fiches médicaments. Et puis, je vous mentionne aussi la liste des hôpitaux universitaires de Genève, qui peut être complémentaire, notamment parce qu'elle s'intéresse aussi à ce qui est administrable par sonde gastrique, donc ça peut être intéressant. Je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît.
Voilà, merci. Alors, c'est juste un petit visuel du référentiel au Médite SFPC qui est fait avec, qui est justement fait pour être très visuel pour les équipes, avec des petits pictogrammes qui sont souvent, qui peuvent être repris, ces petits pictogrammes, justement par les équipes de soins pour des supports un peu différents dans vos établissements. On l'a vu là, lors des formations justement médicaments et troubles de la déglutition, des équipes qui ont repris ces pictogrammes par ailleurs dans leurs documents internes. Et voilà, donc ligne à ligne, on va avoir la possibilité d'écraser ou non, la possibilité aussi du véhicule à utiliser. Est-ce qu'il y a eu des études faites avec des jus, avec des compotes, avec du lait, puisque Virginie Ruglio l'a bien dit, en fonction du véhicule aussi, la biodisponibilité peut être changée également. Donc, vigilance là-dessus. Je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, que faire en cas d'impossibilité d'écrasement, d'ouverture de gélules? Alors, finalement, cette question, on pourrait presque, ce serait sûrement mieux de se la poser en amont, chez un résident qui a des troubles de la déglutition. Et les rôles sont vraiment partagés. Donc, il y a le rôle du médecin coordonnateur, bien sûr, d'avertir les médecins prescripteurs des résidents, de façon à ce qu'ils puissent adapter, modifier la prescription, modifier la forme galénique, la voie d'administration, arrêter le traitement éventuellement, on l'a dit tout à l'heure. Et vraiment, là aussi, donc, le rôle du médecin prescripteur, ça va vraiment être de s'interroger sur la pertinence de chaque ligne de prescription et limiter la prescription aux médicaments indispensables, de prescrire l'écrasement aussi, parce que c'est sur le broyage des médicaments doit être prescrit. Et puis évidemment de trouver une alternative thérapeutique si cela est possible avec l'aide du pharmacien qui est dans son plein rôle, à la fois le pharmacien d'officine ou le pharmacien de PUI pour les établissements qui ont la chance d'avoir une PUI. Juste en image, vous voyez le petit livret qui est la liste préférentielle des médicaments adaptés au sujet âgé que beaucoup d'équipes utilisent. Et dans cette liste, c'est une liste positive de prescription finalement de médicaments adaptés au sujet âgé. On retrouve les mêmes pictogrammes. C'est également une liste qui est faite par l'équipe de l'Omédite Normandie. On retrouve les mêmes pictogrammes, donc il y a une cohérence dans les supports proposés et ça c'est aussi intéressant. Sur la partie administration, on vous a remis ici un visuel qu'on a fait dans une fiche pratique, bonne pratique de préparation dans les établissements médico-sociaux. Donc, je remettrai le lien pour accéder à ces fiches pratiques. Donc, en tout cas, voilà, la préparation, on réalise une friction hydroalcoolique de ses mains, un port de protection, d'équipement de protection individuelle minimal, donc le masque, les gants. On évite les interruptions de tâches sur cette étape à risque. Donc, évidemment, c'est facile de le dire, parfois un peu moins de le faire. Et puis, on pense aussi au nettoyage du matériel et surtout au matériel utilisé. Donc, le matériel, on va dire, artisanal, le mortier pilon, ou même l'écrase comprimée à vis, c'est plutôt à éviter, celui qu'on voit là à l'écran, plutôt à éviter, car souvent mal nettoyé entre deux écrasements et du coup, risque de contamination croisée entre les médicaments de deux patients différents. On va plutôt privilégier, je veux bien juste que vous appuyiez sur voilà, encore, s'il vous plaît, encore une fois. Merci. En tout cas, non, alors je veux bien, désolée si vous pouvez revenir à la diapositive précédente. Voilà, favoriser les broyeurs avec sachets individuels, style Toucan ou Silent Night. Enfin, voilà, il y a différentes qu'on peut voir là sur la droite de l'écran. Et puis au-dessus, c'est un coupe comprimé qui est aussi à utiliser de préférence par rapport à un comprimé qu'on va couper au couteau, et ça, on le voit encore souvent. Attention, les comprimés rainurés ne sont pas forcément écrasables. Il
ils sont à couper, mais ils ne sont pas forcément écrasables. Donc, attention à parfois ces idées un peu reçues qu'on peut avoir, et de bien vérifier justement dans les référentiels ce qu'il est ou pas. Et puis le nettoyage, très important, entre chaque médicament, et évidemment entre chaque patient, entre chaque résident. J'ai mis en référence juste en bas un support de nos collègues de l'Omedit Centre, un support de e-learning. Je le mets parce que c'est un format qui marche bien dans les équipes et qui reprend, qui est assez court et qui s'appelle Couper, écraser un comprimé, ouvrir une gélule, comment administrer en toute sécurité, qui s'adresse plutôt aux équipes infirmiers et qui dure à peu près 30 minutes, donc qui est assez ludique, didactique, donc je vous le conseille. On peut passer à la diapositive suivante. Oui, juste un petit focus sur l'aide à la prise des médicaments. Là aussi, c'est un support sur une des fiches pratiques qu'on propose sur l'aide à la prise. L'aide à la prise, c'est pour les résidents, pour tout usager finalement dont l'autonomie n'est pas suffisante pour prendre seul les médicaments. C'est un acte qui doit être prescrit. On ne voit pas très bien sur la diapositive, j'espère qu'on verra mieux sur le support qui vous sera envoyé. C'est pour des médicaments dont le mode de prise, compte tenu de leur nature, ne présente, les textes disent, ni de difficultés particulières d'administration, ni d'apprentissage spécifique. Et pour des médicaments qui sont préalablement préparés, et l'aide à la prise peut être faite par tout aidant suffisamment informé, dans les limites de sa formation. Toutes ces conditions doivent être réunies. Tout ça pour dire que les médicaments qui sont pour les résidents avec troubles de la déglutition, en tout cas la préparation de ces médicaments, relèvent de l'acte infirmier, ne relèvent pas d'une aide à la prise, ils ne peuvent pas être réalisés, la préparation par un aide-soignant. En revanche, l'administration peut-être d'une forme orale sèche préparée peut l'être. Voilà, j'avais quelque chose en tête, mais ça va me revenir. On peut passer. Et puis, ça, tu peux juste afficher, Isabelle, s'il te plaît, la diapositive complète, mais je pense même pas juste l'afficher, même pas y revenir. Là, on parle, c'est une diapositive qui aborde plutôt l'administration des médicaments et non la préparation, mais finalement qui reprend les petites astuces, on va dire, de sécurisation d'une administration, mais qui vaut absolument pas que pour les médicaments, mais aussi pour l'alimentation, et on l'a bien vu tout à l'heure. Donc, j'ai retenu en tout cas qu'il n'y avait pas de posture forcément idéale, mais on a là des mesures générales à garder en tête, mais c'est des choses qu'on a vues tout à l'heure avec Virginie Riviot, donc je ne m'y attarderai pas.